Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, on a un invité assez spécial, professeur Emmanuel Dolch. Bonjour professeur. Bonjour, merci Yassir. Je m'appelle Emmanuel Dolch, chercheur au CIRAD. C'est un organisme de recherche français qui oriente ses recherches autour des questions d'agronomie, mais pas que. Et je suis moi-même chercheur dans une unité qui s'appelle Recyclage et risque. Et dans le cadre de cette unité, nous travaillons sur l'évaluation de l'impact environnemental du recyclage agricole de déchets organiques, avec un intérêt particulier pour conduire des travaux en partenariat avec des collègues d'institutions de recherche dans les pays du Sud. Donc ça peut être dans différents pays, sur différents continents. C'est quoi vraiment les déchets organiques? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a une seule définition. On va dire que les déchets, par définition, de manière générale, c'est l'ensemble des résidus qui résultent des activités humaines. Donc il y a des déchets de toute nature, il peut y avoir des déchets quand on construit des bâtiments, par exemple, c'est des déchets du BTP, du bâtiment et travaux publics. Il y a des déchets nucléaires, quand on met en place des centrales nucléaires, par exemple. Et puis, il y a aussi toute une catégorie qu'on regroupe sous le terme de déchets organiques. Alors, ça a une connotation un peu péjorative, déchets, donc souvent, dans mon unité ou avec d'autres collègues, on utilise d'autres termes comme les produits résiduaires organiques. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est les résidus de nos activités. Et donc, dans ces déchets organiques, on peut considérer des différentes catégories. Il y a des déchets qui sont issus des activités agricoles. Ça va être les effluents d'élevage, par exemple, mais aussi les résidus de culture. Il y a aussi tout ce qui est lié aux activités agro-industrielles, donc la transformation des produits, des récoltes par exemple, génère des résidus organiques. Et puis il y a enfin tout ce qui est lié aux activités urbaines dans les villes, qui sont à composante organique. Donc il y a les eaux usées qu'on traite aujourd'hui, on fait des boues de stations d'épuration, donc ça rentre aussi dans la catégorie des déchets organiques. Il y a aussi tout ce qui est résidus de tonte dans les espaces des villes, quand on ramasse les feuilles, etc. Donc toutes ces catégories d'origine agricole, urbaine ou agro-industrielle, on appelle ça donc soit les déchets organiques, soit les produits résiduaires organiques, si on veut leur donner une notion un peu moins péjorative. Mhm. Est-ce que nous devrions vraiment nous soucier, nous inquiéter à propos de ces déchets? Alors, c'est une question en fait qui est vaste, qu'il faudrait sûrement découper en plusieurs sous-questions. Est-ce qu'il faut s'en soucier? Oui, parce que c'est les grands volumes qui sont produits et il faut bien en faire quelque chose. Il faut bien essayer de gérer ce volume de déchets organiques. On ne peut pas, par exemple, si on considère les boues de stations d'épuration, ces boues, on en produit des très grandes quantités à la périphérie des villes, par exemple, et donc il faut bien faire quelque chose de ces boues de stations d'épuration. On ne peut pas simplement les produire et puis les stocker indéfiniment. Donc, il faut trouver des moyens de gérer ces grands volumes de déchets. C'est aussi le cas, par exemple, des effluents d'élevage. Il y a quelques années, j'avais essayé d'estimer le volume, par exemple, d'effluents liés aux élevages animaux, porcins, destinés à la consommation humaine. Mais c'est plusieurs milliards de tonnes ou milliards de litres qui sont produits chaque année. Et donc, il faut bien en faire quelque chose, il faut bien le gérer. Il faut trouver des opportunités pour soit s'en débarrasser, soit mieux les valoriser. Alors ici, vous avez bien mentionné le mot gérer. Donc ma question, là, ça sera sur comment on pourra faire pour gérer durablement ces déchets-là. Alors ça c'est la question sur laquelle on travaille dans mon unité de recherche. Il y a plusieurs volets là aussi à la question. Ces déchets organiques, ils ont un avantage majeur, c'est qu'ils sont très riches en nutriments pour les cultures. Donc ils contiennent des quantités intéressantes d'azote, de phosphore et de potassium. Donc d'un point de vue agronomique,
ils présentent un intérêt. Ils peuvent se substituer en partie aux engrais chimiques classiques qu'on connaît, et donc ils peuvent être évidemment intéressants pour les agriculteurs. Ils ont donc cet aspect fertilisant qui peut être intéressant à étudier, à utiliser, et puis ils ont aussi d'autres caractéristiques. Comme ils sont riches en matière organique, en fait, quand on les apporte dans un sol, ils vont avoir toute une série ils vont conduire toute une série de réactions qui vont améliorer la qualité du sol. Parce que la matière organique, par exemple, elle va permettre d'améliorer les propriétés physiques du sol, la structure du sol. Ça va aussi permettre d'améliorer la vie biologique du sol, puisqu'on apporte aussi des nutriments aux micro-organismes. Donc on va stimuler la vie biologique du sol. Et c'est bien connu qu'un sol sain, riche en matière organique, avec une biologie active, est un sol plutôt en bonne santé. Et donc, ça sont ce qu'on essaye de mettre en œuvre, de favoriser. C'est-à-dire que comment on optimise, par exemple, la nature du produit résiduaire organique, ou du déchet organique qu'on apporte en fonction des besoins des cultures. J'ai des collègues qui travaillent sur ces aspects-là. Comment on optimise ou comment même on design les déchets organiques, parce qu'on peut imaginer faire des mélanges de déchets organiques pour atteindre certaines propriétés en termes de fertilisation, par exemple. Donc ça, c'est un des volets importants sur lesquels mes collègues travaillent. Il y a aussi une dimension à une échelle beaucoup plus grande, avant d'aborder les aspects négatifs. J'ai des collègues qui travaillent à l'échelle territoriale. Parce qu'il faut imaginer que les déchets organiques, par exemple, peuvent être produits à la périphérie d'une ville, dans une station d'épuration, mais ce n'est pas nécessairement juste autour de la station d'épuration qu'on va pouvoir les valoriser, notamment en agriculture. Il faut peut-être imaginer qu'il va y avoir des besoins à quelques dizaines de kilomètres, parce que ce sera là qu'il y aura les champs cultivés. Et donc, en fait, il y a toute une série de réflexions à conduire pour essayer d'optimiser les interactions entre les zones où on produit ces déchets, donc les zones sources, et puis les zones où on peut les utiliser, qui sont un peu les puits, où on peut les valoriser, les recycler. Et donc, ça fait appel à des outils, alors mettre en œuvre des outils de modélisation à l'échelle territoriale pour essayer d'optimiser les flux entre les zones de production et les zones de flux. Et puis, comme je disais tout à l'heure, sur l'aspect fertilisation, à l'échelle d'un territoire, ça peut être intéressant de réfléchir à la définition d'un type de déchet qui serait utile pour l'ensemble des agriculteurs. Et donc, là aussi j'utilise le mot de designer un déchet organique qui soit vraiment adapté aux besoins des agriculteurs. Ces travaux notamment qui ont été conduits dans mon unité, dans une île qui s'appelle l'île de la Réunion, des travaux à l'échelle territoriale. Alors ça, c'est pour tous les aspects, on va dire, valorisation, positif. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi un aspect négatif qu'on essaye d'évaluer également. Cet aspect négatif, il est assez simple à comprendre. Ces déchets, donc, comme leur nom l'indique, c'est les résidus de notre activité humaine. Et donc, certes, ça contient de la matière organique, mais ça peut aussi contenir toute une série d'éléments chimiques, notamment indésirables. Et ces éléments chimiques ou biologiques indésirables, eh bien, si on veut faire un travail, une évaluation sérieuse, il faut les considérer et prendre en compte. Et moi, je travaille plutôt sur cette partie-là, donc essayer de regarder quels sont les aspects potentiellement négatifs de l'épandage des déchets organiques. Et pour faire assez simple, il y a trois grandes catégories de contaminants. Il y a les contaminants biologiques. Parce que si on revient sur l'exemple des boues de stations d'épuration, mais c'est vrai aussi pour les effluents d'élevage, on trouve dans les effluents d'élevage des bactéries ou des pathogènes qui peuvent être dangereux pour l'homme. C'est le cas aussi dans les boues de stations d'épuration. Donc c'est important, si on apporte ces produits résiduaires à la surface d'un sol, de bien prendre en compte la potentielle présence de ces pathogènes pour voir s'il n'y a pas un risque de transfert vers les cultures, par exemple. Donc ça, c'est la première catégorie, les contaminants biologiques. Il y a aussi les contaminants organiques. Encore une fois, si on reprend les effluents d'élevage ou les boues de stations d'épuration, en fait, c'est les résidus des excréments des animaux, des êtres humains. Et donc, dans ces excréments, ces urines,
on peut trouver des molécules organiques liées par exemple aux médicaments qu'on absorbe, qu'on ne métabolise pas, qui sont excrétés. Et donc, dans ces effluents, on peut trouver des concentrations, et on trouve des concentrations non nulles de molécules organiques de type antibiotiques, de type résidus de certaines molécules qu'on utilise pour la médecine vétérinaire ou humaine. Donc ça, c'est la deuxième catégorie qu'on considère ou qu'on essaye aussi d'évaluer. Puis il y a une troisième catégorie, moi je suis plutôt spécialisé sur celle-là, qui sont les éléments traces inorganiques, comme le cadmium, le plomb, le cuivre, le chrome, qui peuvent être présents dans ces déchets organiques pour plusieurs raisons. Les effluents d'élevage, c'est parce que, par exemple, dans l'alimentation des animaux, on apporte du cuivre et du zinc, parce que les animaux en ont besoin pour leur métabolisme, mais on en apporte des quantités assez importantes, parce que c'est assez peu biodisponible, et donc on en retrouve une grande fraction dans les effluents. Mais ça peut aussi être, par exemple, dans les grandes villes comme Paris, les toits sont faits en zinc, et la pluie, en ruisselant sur les toits, abrase finement et lentement les toits et détache des ions de zinc qu'on retrouve dans les eaux usées, et qu'on va retrouver concentrés, par exemple, dans les boues de stations d'épuration. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des deux grands volets. Donc il y a le volet positif du recyclage qui est intéressant. On peut recycler les éléments nutriments, on peut essayer de boucler les cycles, réduire la consommation de ressources pour produire de nouveaux engrais. Et puis il y a l'aspect plus négatif qui est lié notamment à la présence de ces contaminants. Donc ça c'est un risque qu'il faut considérer et sur lequel il faut qu'on progresse dans l'état de nos connaissances. Et là, comment on pourra remédier à cette problématique-là? Comment on pourra régler cette problématique et donner plus de fonds, peut-être plus d'intérêt à ces problématiques-là dans le contexte africain? Alors, je pense qu'il y a déjà des initiatives pour essayer de promouvoir la démarche du recyclage agricole, mais comme je le disais, on a encore besoin, notamment dans le contexte des pays africains, d'acquérir des connaissances sur le comportement des contaminants. Il faut déjà identifier est-ce qu'ils sont présents, peut-être qu'ils sont moins présents ou plus présents. Donc ça reste des choses, encore, il faut qu'on travaille dessus en collaboration avec nos partenaires. On a des projets dans ce cadre-là. Donc il y a cet aspect-là, on va dire, de connaissances biophysiques qui reste toujours à améliorer. Bon, un chercheur dira toujours ça. Et puis il y a aussi le transfert, comment... Parce que le chercheur peut dire, ben voilà, on va mettre en place une expérience, on va évaluer l'intérêt de recycler les déchets, des produits résiduaires organiques. Mais ensuite, comment on fait pour transférer cette pratique, cette innovation, à une population d'agriculteurs, par exemple, dans un pays, dans une région, qui a déjà des pratiques ancestrales et à qui on dit, bah voilà, il faudrait peut-être un peu tout changer, il faudrait revoir votre manière de fertiliser les cultures. Donc ça, c'est un peu moins mon domaine, mais je sais qu'il y a des collègues qui s'intéressent qui se posent des questions sur le transfert de l'innovation. Mais c'est clairement pas mon champ de... Mais voilà, on a besoin de ces deux aspects. L'aspect, on va dire, biophysique, acquisition de connaissances sur les mécanismes. Et puis, il y a aussi la question interaction avec la société, comment on transfère, si on estime que la technologie ou la pratique est intéressante, comment on diffuse ce savoir-là aux gens. Très bien. Alors, peut-être un dernier message pour les agriculteurs. Écoutez, il faut continuer à travailler ensemble. Je crois que ce qui est important, c'est d'associer à la fois les efforts de la recherche, les réflexions des agriculteurs et des interactions, et favoriser les interactions entre agriculteurs et le monde de la recherche. Les deux, je pense, peuvent se nourrir des questions de l'un et des autres. Voilà. Merci, professeur Emmanuel, pour cette interview enrichissante. Et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode sur le Global Critical Chronicles dans le Times of UMC Spain. Merci.